Bienvenue à la section 6 du Code de pratique des équidés. Cette section couvre les pratiques d'élevage courantes que doivent connaître les personnes prenant soin de tels animaux. On y aborde la mise en liberté, le comportement et la manipulation des animaux, le dressage, le marquage, la castration, les altérations de la queue, le soin des sabots et le pansage. Il s'agit d'une des plus longues sections du Code, alors allons-y! Nous allons commencer par le thème de la mise en liberté qui, aux fins du Code, consiste à accorder aux chevaux du temps libre dans un espace dépourvu d'herbe, à savoir un manège, un enclos ou un pâturage. Cette mise en liberté ne s'accompagne pas nécessairement de la possibilité de brouter. La mise en liberté vise à donner aux chevaux la possibilité de faire de l'exercice et d'avoir des interactions sociales. L'exercice fait référence à une activité physique d'intérieur ou d'extérieur et peut inclure la marche en laisse, la monte en selle, l'attelage, le travail à la longe et le broutage en laisse. Les possibilités de contacts sociaux sont des occasions d'interagir. Les chevaux peuvent avoir des contacts visuels, auditifs et ou directs avec d'autres chevaux. Les études ont montré qu'il y a plusieurs avantages à mettre les chevaux en liberté et à leur accorder des possibilités de contact. Les chevaux mis en liberté régulièrement ont une meilleure densité osseuse que ceux vivant exclusivement en boxe. En outre, les chevaux ayant plus de possibilités de contacts sociaux sont aussi plus faciles à entraîner et à manipuler. Lorsqu'ils ont de nombreuses possibilités de contacts sociaux, mise en liberté avec d'autres chevaux ou maintien en groupe, les chevaux apprennent les tâches de dressage plus rapidement et démontrent moins de comportements indésirables, par exemple mordre, piocher, ruer, que les chevaux confinés dans un box. Pour ces raisons, le Code exige que tous les chevaux fassent de l'exercice ou soient mis en liberté, à moins d'être confinés dans un box pour des raisons médicales ou parce que les conditions de température sont très mauvaises et empêchent temporairement les sorties. Cela est très important pour leur santé physique et mentale et pour leur développement. Les chevaux s'adaptent très bien aux diverses conditions météorologiques. Il est donc conseillé de les garder à l'extérieur ou de les mettre fréquemment en liberté. On recommande de laisser les chevaux en liberté avec d'autres chevaux ou d'autres équidés, dans la mesure du possible. Les chevaux doivent être mis en liberté ou pouvoir faire de l'exercice chaque jour, idéalement à l'extérieur et avec la possibilité de brouter. Lorsque vous construisez ou rénovez vos installations, prévoyez de multiplier les possibilités de contacts sociaux par du logement en groupe ou des boxes conçus pour permettre aux chevaux d'avoir un contact visuel ou physique avec d'autres équidés. Si cela n'est pas possible, les chevaux confinés aux boxes devraient avoir accès en continu à des accessoires d'enrichissement qui les stimulent, tels que des mangeoires pour alimentation lente, des filets à foin et des jouets pour chevaux. Il faut savoir qu'un faible pourcentage de chevaux pourrait se blesser en liberté, soit à cause de leur tempérament ou encore parce qu'ils n'ont pas été habitués à être mis en liberté. Ces chevaux devront être progressivement habitués à la mise en liberté, d'abord sur une courte période pour une transition du box à un petit enclos, puis dans un pâturage. La mise en liberté est propice au maintien de la santé mentale du cheval et peut aider à prévenir les stéréotypies. La stéréotypie, désignée aussi sous le nom de vice, est un comportement anormal et répétitif effectué de manière identique et répétitive. Passons en revue les exemples les plus courants de stéréotypie, en commençant par le tic de l'ours. Ce tic se manifeste par un balancement latéral de la tête, de l'encolure et du reste de l'avant-main. Comme vous pouvez le voir ici, ce cheval se balance de droite à gauche dans son box sans jamais changer de rythme. L'arpentage stéréotypé se manifeste par la marche en cercle ou en suivant toujours le même trajet à l'intérieur du box.
Le tic à l'appui et l'aérophagie sont deux autres stéréotypies courantes. Dans ce deuxième cas, le cheval saisit un objet avec ses dents et émet un bruit de gorge. Il peut également inhaler de l'air en même temps. On confond souvent le tic à l'appui et le fait de ronger du bois. Le cheval arrache des particules de bois à même les clôtures et les mangeoires et semble les ingérer. Bien que ce comportement ne soit pas habituellement classé comme une stéréotypie, il est très courant dans les établissements équestres. La prévention des stéréotypies est, en règle générale, plus efficace que les tentatives d'éliminer le comportement une fois acquis. Les personnes qui gardent les chevaux peuvent minimiser le risque de comportement stéréotypé en accordant plus de temps de mise en liberté et en donnant aux chevaux l'occasion de brouter et d'être en contact avec d'autres chevaux. Lorsque les chevaux présentent des stéréotypes, les personnes qui gardent les chevaux devraient essayer d'en cerner la cause sous-jacente plutôt que d'empêcher physiquement les chevaux de manifester leur comportement stéréotypé, car cela pourrait accroître le niveau de stress et de frustration et faire apparaître d'autres tics. Le cheval peut continuer à manifester son comportement même après que les facteurs prédisposants soient éliminés, ceci n'indiquant pas nécessairement que le bien-être du cheval est compromis. La section 6.2 porte sur le comportement et la manipulation des équidés en groupe ou individuellement, sans les coups. Lorsque les animaux sont manipulés convenablement, ils éprouvent moins de stress et de peur. Les risques de blessures sont ainsi grandement réduits, tant pour l'animal que pour la personne qui le manipule. La manipulation doit tenir compte du comportement naturel de l'animal. La personne doit connaître et appliquer les notions telles que le champ de vision, la zone de fuite et le point d'équilibre. Ayant évolué comme des proies, les chevaux ont acquis de forts réflexes de lutte ou de fuite. Toutes les manipulations doivent donc être effectuées avec calme. Les chevaux effrayés prennent habituellement la fuite. S'ils se sentent coincés, ils peuvent devenir agressifs. Comparativement aux chevaux, les ânes et les mules apeurés sont moins enclins à fuir. En effet, ils ont plutôt tendance à s'arrêter pour évaluer la situation avant de réagir, ce qui est bien souvent interprété, à tort, comme de l'entêtement. Il est possible d'améliorer le bien-être des chevaux et la sécurité physique de ceux qui les manipulent en réagissant promptement aux signes de peur et d'agitation exprimés par les chevaux. Les signes suivants sont à noter. Le cheval agite la queue malgré l'absence de mouche. Le blanc de ses yeux est davantage visible. La transpiration est accrue malgré un effort physique minimal. Les naseaux sont dilatés ou la peau de ses naseaux ou de ses lèvres est plissée. Les oreilles sont couchées vers l'arrière. Il martèle ou gratte le sol avec les sabots antérieurs. Il tente de s'enfuir ou fonce sur le manieur. Il vocalise, renacle, hennit ou crie. Il porte la tête très haute. Il rue ou menace de ruer en tournant ses postérieurs en direction du manieur. Pour réduire le risque d'effrayer un cheval, vous devez éviter les gestes brusques et les bruits soudains qui pourraient le faire sursauter ou l'apeurer. En effet, les chevaux ont l'ouïe sensible. Les installations doivent être bien éclairées pour éviter que les chevaux sursautent à la vue d'ombre ou hésitent dans les zones sombres. Les bâtons électriques pour bovins ne doivent pas être utilisés dans la régie courante, ni pour manipuler les chevaux à la ferme ou pendant leur chargement-déchargement. Ces outils peuvent être utilisés, à l'appréciation du manieur, lorsque se présente une situation extrême où la sécurité d'un animal ou d'une personne est menacée. En outre, les bâtons électriques ne doivent jamais être utilisés de façon répétitive ou utilisés sur la tête, l'anus ou les organes génitaux du cheval. Approchez-vous toujours d'un cheval inconnu avec prudence et à la hauteur de l'épaule plutôt que par derrière. En règle générale, les chevaux ont l'habitude d'être approchés, manipulés en laisse et montés du côté gauche.
Les accessoires de rétention comme le licou et la longe jouent un rôle important dans la manipulation des équidés. L'équipement utilisé pour contenir ou manipuler les chevaux doit être efficace sans causer de stress ou de souffrance, tout en étant conçu de manière à ne pas compromettre la sécurité du manieur ou du cheval. Toutes les méthodes de contention utilisées pour aider à manipuler ou à soigner un cheval doivent être très douces et les plus efficaces possibles. Elles doivent être appliquées juste assez longtemps pour accomplir la tâche, sans plus. Le licou et la longe sont les accessoires de contention les plus utilisés. De façon générale, les nœuds les plus sécuritaires sont ceux qui se défont rapidement, même si le cheval tire dessus. Voici un exemple de nœud d'attache qui est attaché puis détaché. Ce type de nœud garantit que le cheval peut être rapidement libéré en cas d'urgence. Les chevaux ne doivent jamais être laissés libres avec un licou au pâturage ou dans leur box, à moins que ce ne soit un licou muni d'un dispositif de sécurité à dégagement rapide. Aux fins du présent code, l'attache au piquet consiste à attacher une longe ou une chaîne au licou ou à une entrave fixée à un membre, de façon à ce que le cheval puisse brouter. L'attache au piquet n'a rien à voir avec l'attache d'un cheval dans un entre-deux ou à un objet fixe pendant une brève période. L'attache au piquet est une forme de contention qui présente un risque élevé de blessure pour le cheval, à moins d'être utilisée correctement. L'attache au piquet ne doit jamais entraîner de blessure, y recourir uniquement lorsque le cheval peut être surveillé. Enfin, la personne qui utilise cette méthode doit en connaître l'emploi. Les entraves, le torné, la longe avec chaîne et les cages et les couloirs de contention sont des accessoires de contention acceptables lorsqu'ils sont utilisés par des personnes compétentes. Assurez-vous que les cages de contention utilisées pour immobiliser des chevaux sont munies de panneaux mobiles pour pouvoir aider les animaux qui s'affaissent lors des manipulations. Peu importe le type de matériel de contention utilisé, assurez-vous de prendre des mesures correctives si ce matériel cause des blessures aux chevaux. Le matériel de contention doit être adapté aux équidés et conçu pour ne pas produire de bruit dérangeant. Le matériel doit être bien entretenu et utilisé de la façon qu'il est censé l'être. Nous allons maintenant passer aux théories de l'apprentissage et de l'entraînement. Il s'agit d'une des sections les plus complexes du Code, car il existe beaucoup de différents styles d'entraînement et de techniques. Cette section ne cautionne ni ne dirige vers aucune méthode particulière. Elle vise uniquement à fournir une orientation générale. L'entraînement est un investissement important pour le cheval et le niveau d'entraînement de la base au travail spécialisé dépendra de l'utilisation à laquelle on le destine. Les chevaux destinés au saut suivront un entraînement différent de ceux entraînés pour tirer une voiture hippomobile. Les chevaux qui ont acquis de bonnes manières au sol, sous la selle et ou le harnais présentent moins de risques lorsqu'ils sont travaillés. Ils sont également susceptibles d'avoir une meilleure vie en termes de bien-être. Les mauvaises méthodes d'entraînement peuvent entraîner des problèmes de comportement. Les chevaux ayant des problèmes de comportement risquent d'être négligés, voire maltraités, et sont plus susceptibles de changer souvent de propriétaire du fait de leur entraînement déficient. L'entraînement idéal est celui qui rend la vie facile au cheval qui fait bien et moins facile lorsqu'il ne fait pas bien. Il est essentiel d'offrir au cheval la possibilité de répondre à la demande de l'entraîneur, sinon il ne se sentira jamais en situation gagnante. Sans cette possibilité, le cheval pourrait à la longue devenir indolent, voire rebelle et inapte au travail. Les harnais et l'équipement utilisé pendant l'entraînement doivent être en bon état et ajustés correctement au cheval. Si l'équipement est mal ajusté, il peut causer des plaies et faire en sorte que le cheval réagisse à l'irritation plutôt qu'à l'entraîneur. Le Code interdit d'employer des méthodes qui infligent une douleur évitable aux chevaux ou qui causent une blessure résultant directement de la méthode d'entraînement utilisée.
Les chevaux ne doivent jamais être soumis à des méthodes d'entraînement abusives ou qui les blesseraient intentionnellement. Cela comprend, sans s'y limiter, l'emploi abusif de la cravache, attacher un cheval à un objet fixe pour le forcer à adopter un certain port de tête, ou barrer un cheval, c'est-à-dire lui infliger de la douleur au niveau des membres afin d'amplifier ses allures. L'entraînement doit être adapté aux aptitudes physiques du cheval ainsi qu'à son degré de maturité. Examinons maintenant la théorie de l'apprentissage et son application pendant l'entraînement. La théorie de l'apprentissage permet d'expliquer comment les chevaux apprennent, pensent et réagissent durant l'entraînement. Il est essentiel de connaître cette théorie pour parvenir à un entraînement efficace et réussi. Les principes de la théorie de l'apprentissage suivants devraient être appliqués à tous les contextes d'entraînement. Utilisez des commandes ou des aides que le cheval comprendra facilement. Pour éviter de dérouter le cheval, vous ne devez utiliser qu'une seule commande ou aide à la fois. Assurez-vous que toutes les commandes sont claires et constantes. Par exemple, il serait déroutant pour le cheval que le cavalier applique une pression des jambes contre ses flancs pour lui signaler d'avancer, tout en tirant sur les rênes pour le faire ralentir. Lors de l'entraînement, n'enseignez qu'une manœuvre à la fois. Chaque manœuvre doit être divisée en éléments aussi petits que possible, puis enchaînée dans un processus appelé façonnage. Par exemple, lorsque vous enseignez un appuyé, mouvement latéral de dressage, commencez par enseigner au cheval à se déplacer latéralement en réponse à la pression de jambes, puis à progressivement façonner le cou et le corps dans le positionnement idéal. Pendant l'entraînement, vous devez vous efforcer de ne pas éveiller la peur chez le cheval. Quand le cheval éprouve de la peur, il peut finir par l'associer à tout ce qui est présent dans l'environnement à ce moment-là, et cette peur risque d'entraver son apprentissage. La mémoire des moments de peur peut subsister pendant le reste de la vie du cheval. Il vaut mieux éviter de provoquer de la peur que d'essayer de reconditionner le cheval après coup pour lui faire oublier sa peur. Vous devriez réserver des moments de détente pendant les séances d'entraînement. Pour ce faire, observez le cheval pour déceler les comportements agressifs ou défensifs et adaptez vos méthodes d'entraînement en conséquence. Les chevaux détendus pendant l'entraînement sont plus à même d'apprendre, ils vont coopérer et seront mieux disposés à écouter. Incluez un système de récompense pendant l'entraînement, car cela facilite la tâche du cheval et de l'entraîneur. La récompense n'a pas besoin d'être une gâterie qui se mange, il peut s'agir d'une chose aussi simple qu'une caresse au garrot ou même le relâchement d'une pression. Enfin, écourtez le plus possible le délai entre la réponse du cheval à une commande et l'attribution de la récompense. Les chevaux n'apprennent pas bien quand la récompense est retardée, car ils doivent pouvoir associer la récompense à l'action qu'ils viennent juste d'effectuer. D'autres recommandations sont fournies dans le Code, notamment la nécessité de consulter un entraîneur expérimenté et d'assister à des ateliers de formation. Assurez-vous de faire preuve d'une diligence raisonnable en vérifiant les qualifications des intervenants et en demandant des références à leur sujet. Vous devez employer des méthodes d'entraînement qui minimisent la force nécessaire pour arriver au résultat souhaité. Les périodes d'entraînement doivent être brèves et espacées dans le temps. Les chevaux doivent être suffisamment bien éduqués pour se laisser mener à la longe, monter dans une remorque et rester immobiles pour se faire parer ou ferrer, recevoir des soins vétérinaires et se faire panser. Familiarisez-vous avec la bonne utilisation de tous les équipements d'entraînement et assurez-vous de savoir comment les ajuster correctement sur le cheval. Si vous n'êtes pas sûr des ajustements, consultez un spécialiste de ces équipements.
Demandez à un médecin vétérinaire d'examiner la bouche du cheval pour déceler les problèmes dentaires susceptibles d'incommoder le cheval lorsqu'il porte un mors. Consultez éventuellement un entraîneur professionnel pour ajuster correctement le mors à votre cheval. La section 6.4 du Code traite des méthodes d'identification. L'identification des chevaux est nécessaire pour de nombreuses raisons, notamment pour la santé de l'animal et la santé publique, pour prouver l'identité du propriétaire, pour identifier correctement les chevaux aux compétitions et aux expositions, ainsi qu'au moment de leur achat et de leur vente. Plusieurs méthodes de marquage des chevaux sont utilisées pour l'identifier et en reconnaître la propriété. Le marquage peut être permanent ou temporaire, visible ou invisible. Toutes les méthodes d'identification permanente infligent une certaine douleur aux chevaux, à l'exception du balayage de l'iris. Peu d'études ont été réalisées pour établir un lien entre les méthodes d'identification et la douleur infligée, mais les recherches effectuées sur le marquage au fer rouge ont montré que les animaux en souffraient. Il provoque également une brûlure de la peau qui se traduit par de l'enflure et une sensibilité qui dure plusieurs jours. Si le marquage est nécessaire, le Code exige que vous ne marquiez pas les chevaux sur la mâchoire ou la joue et que vous ne marquiez jamais un cheval lorsque son pelage est mouillé. Au moment d'enregistrer une nouvelle marque d'identification, choisissez un emplacement approuvé autre que la ganache ou la joue. Consultez les organismes provinciaux de réglementation, les registres de races de chevaux et les associations de sport appropriées pour obtenir de plus amples renseignements. Quelques études ont comparé le marquage au fer rouge et le marquage à l'azote liquide, cryomarquage. Il en ressort que cette méthode cause moins de douleur et d'inconfort que le marquage au fer rouge, sans toutefois être complètement exempt de douleur. Par ailleurs, en ce qui concerne l'implantation d'une micropuce, les recherches ont révélé que la douleur, lorsqu'elle était ressentie, était de courte durée par rapport au cryomarquage et au marquage au fer rouge. Le tatouage de la lèvre est un autre mode d'identification. Toutefois, peu d'études ont été réalisées sur cette méthode. Peu importe la méthode utilisée, essayez de choisir celle qui est la moins douloureuse tout en permettant d'atteindre l'objectif d'identification. En effet, le Code exige que l'identification des animaux soit faite en minimisant le stress et la douleur infligée lors de la manipulation. Le Code encourage fortement les propriétaires de chevaux à éviter le marquage au fer rouge et toute forme de marquage nécessitant le renouvellement de la procédure après un certain temps. Avant de commencer, vous devez vous assurer que la procédure d'identification est effectuée par du personnel qualifié et que le cheval est déjà habitué à être manipulé et immobilisé. Prenez le temps de discuter des options de maîtrise de la douleur avec un médecin vétérinaire, en particulier si la méthode choisie est le marquage. La prochaine pratique d'élevage que nous aborderons est la castration. Les chevaux sont castrés pour plusieurs raisons, notamment pour les rendre plus faciles à manipuler, à maîtriser et à garder en liberté en groupe. Dans la plupart des provinces, les équidés peuvent uniquement être castrés par un médecin vétérinaire. L'Association canadienne des médecins vétérinaires considère la castration des chevaux, des ânes et des mules comme une intervention médicale qui ne devrait être effectuée que par un médecin vétérinaire qui utilisera des techniques chirurgicales, anesthésiques et analgésiques appropriées. La castration d'un équidé devrait être effectuée par un médecin vétérinaire. Il s'agit d'une intervention délicate qui nécessite compétence et expérience, car elle peut facilement engendrer de graves complications. Certaines complications, dont l'éviscération et l'hémorragie, peuvent s'avérer fatales. Le Code exige que la castration des ânes, des mules et des chevaux adultes soit effectuée par un médecin vétérinaire en raison du risque de complications.
Les études ont montré que la castration provoque une douleur et une réaction inflammatoire pouvant persister pendant plusieurs jours. Les vétérinaires diplômés ont accès aux médicaments requis pour apaiser la douleur et réduire l'inflammation. Ils sont aussi habilités à administrer des sédatifs et à réaliser une anesthésie, ce qui permet de réduire les besoins en contention physique et de faciliter la réalisation de l'intervention. La castration des équidés par des personnes qui ne sont pas vétérinaires est parfois exemptée de l'application de certaines lois provinciales sur les vétérinaires. Toutefois, ces personnes sont susceptibles d'être tenues responsables, en vertu de la législation sur la protection des animaux, si un cheval montre des signes de détresse à la suite d'une telle procédure. En ce qui concerne la castration, le Code exige que les chevaux qui présentent un ou deux testicules non descendus ou toute autre anomalie du scrotum, telle une hernie, soient uniquement castrés par un médecin vétérinaire. Il est obligatoire de se soumettre à la réglementation des provinces qui restreint l'intervention de la castration des chevaux à des vétérinaires diplômés. Là où ce n'est pas interdit par la loi, la castration par une personne qui n'est pas un médecin vétérinaire accrédité doit être accomplie par un opérateur compétent et doit respecter les exigences suivantes. Premièrement, il doit y avoir une réelle relation médecin vétérinaire client-patient et le médecin vétérinaire diplômé doit être disposé à donner une formation sur l'intervention et sur le contrôle de la douleur. Ce médecin vétérinaire doit prescrire les médicaments antidouleurs nécessaires et intervenir en cas de problème. La région du scrotum doit avoir été préalablement examinée et déclarée normale. En cas d'anomalie, la castration peut uniquement être pratiquée par un médecin vétérinaire. Les techniques de manipulation et de contention utilisées ne doivent pas provoquer de blessures ou de souffrances inutiles. Un protocole de contrôle de la douleur doit être en place. Il faut au moins avoir recours à une anesthésie locale et à un médicament anti-inflammatoire non stéroïdien. La castration ne doit pas commencer tant que l'anesthésie locale n'a pas commencé à agir. Le cheval doit être gardé en observation pendant et après l'intervention. En cas de complications, un médecin vétérinaire doit être contacté rapidement. La section 6.6 porte sur les altérations de la queue, notamment la coupe de la queue, l'anglaisage et le blocage de la queue. Nous commencerons par la coupe de la queue, qui consiste à retirer une partie du coccyx du cheval, de sorte que la queue est beaucoup plus courte. À l'origine, elle était effectuée pour empêcher la queue du cheval de s'emmêler dans les harnais ou la machinerie de ferme, ce qui pouvait faire perdre le contrôle des chevaux et risquer de provoquer leur emballement. Il y a plusieurs facteurs de risque à considérer au moment d'envisager la coupe de la queue. Selon la longueur de queue enlevée, cette pratique peut compromettre la capacité du cheval à chasser les mouches et à communiquer avec les autres chevaux et les humains. La coupe de la queue d'un cheval peut comporter des risques graves pour sa santé, par exemple une infection. Les études effectuées sur d'autres espèces permettent de conclure que tant la chirurgie que les méthodes utilisant des anneaux de caoutchouc pour couper la queue provoquent de la douleur. Cependant, cela n'a pas fait l'objet de recherches chez les chevaux. De plus, aucun avantage sur le plan de la sécurité de la coupe de la queue des chevaux n'a été scientifiquement étudié. La coupe de la queue à des fins esthétiques est considérée comme inacceptable dans le Code et ne doit donc pas être pratiquée. Voir également la réglementation provinciale sur la coupe de la queue, le cas échéant. L'anglaisage consiste à couper le muscle abaisseur de la queue pour obtenir un port de queue artificiellement élevé aux compétitions et aux expositions. Les chevaux qui ont subi cette intervention doivent porter une attelle de queue durant leur carrière de compétition, ce qui nuit à l'utilisation de leur queue. Cette procédure est inacceptable et ne doit pas être effectuée. Le blocage de la queue est une procédure consistant à injecter dans les principaux nerfs de la queue une substance qui affecte la capacité du cheval à soulever, à mouvoir ou à contrôler sa queue.
Cette procédure rend le cheval temporairement incapable d'utiliser sa queue. Cette pratique comporte des risques graves et peut donner lieu à des complications. Le blocage de la queue est également considéré comme inacceptable dans le Code. Pas de pied, pas de cheval. L'entretien régulier des sabots d'un cheval est essentiel pour préserver sa santé générale et sa longévité, et cela passe par des pieds et des membres sains. La section 6.7 est consacrée à l'une des pratiques de régie les plus importantes en matière de soins et de bien-être des chevaux. L'entretien des sabots va bien au-delà du ferrage. Il inclut le parage et le curage des sabots, l'alimentation, les conditions météorologiques, l'état du sol et l'exercice. Tous les équidés, y compris les ânes et les mules, ont besoin de soins réguliers des sabots, peu importe la discipline pratiquée ou le niveau d'effort. Les sabots des chevaux doivent être parés et ou ferrés aussi souvent que nécessaire pour demeurer fonctionnels. Ferrés ou non, les sabots ne doivent pas atteindre une longueur excessive qui provoquerait des blessures ou de l'inconfort au cheval. Les stratégies de maintien des pieds des chevaux en bonne santé comprennent d'effectuer régulièrement un parage et ou un ferrage pour prévenir les malformations. Garder les enclos propres, secs et exempts de boue. Fournir une alimentation adéquate et offrir des possibilités d'exercice sur une base régulière. Les sabots du cheval doivent être curés régulièrement, idéalement chaque jour, et avant de le monter ou qu'il fasse de l'exercice. Éviter l'utilisation prolongée de produits de cirage pour sabots et utiliser au besoin des produits hydratants ou durcisseurs pour les sabots. Le curage des sabots est le plus important des soins de base à donner aux chevaux. En plus de garder les sabots propres et exempts de débris, le curage vous permet d'inspecter le pied du cheval pour vous assurer qu'il ne contient pas de corps étrangers tels que des cailloux ou des clous qui pourraient causer des blessures et pour prévenir la pourriture de la fourchette. La pourriture de la fourchette est une infection causée par des bactéries et des champignons de la famille des levures. Parmi les symptômes, on note une mauvaise odeur et une texture en apparence de mastic noir dans la fourchette, laquelle forme un V qui s'allonge vers le centre du pied. Le curage régulier des sabots prévient l'apparition de la pourriture en favorisant l'aération de la zone exposée. Le parage doit également faire partie du programme d'entretien régulier des sabots. La fréquence à laquelle les sabots doivent être parés dépend de plusieurs facteurs, notamment de la rapidité de croissance des sabots, le type de sol sur lequel marche le cheval et le programme d'alimentation. Pour être vraiment efficace, le parage correctif des déviations des membres et des pieds doit commencer le plus tôt possible dans la vie du poulain. Toutes les malformations des membres et des pieds s'accentuent si elles sont négligées ou si on laisse les sabots s'allonger excessivement. Tous les équidés n'ont pas besoin de porter des fers. Ils sont uniquement nécessaires lorsque l'usure des sabots excède leur pouce ou pour corriger la conformation ou les allures. Il existe également des disciplines qui nécessitent le port de fer, lequel peut également dépendre du type de terrain sur lequel le cheval évolue. Les bottes pour chevaux sont une alternative possible au ferrage, mais consultez votre maréchal ferrant pour savoir ce qui convient le mieux à vos chevaux. En ce qui concerne les soins des sabots, le Code recommande de vous assurer que le maréchal ferrant ou toute autre personne est qualifié et utilise des techniques reconnues. Vous devez toujours faire preuve de diligence lorsque vous vérifiez les qualifications et l'expérience des maréchaux ferrants ou des personnes qui offrent le service de parage. Demandez des références et renseignez-vous sur leurs pratiques de formation continue. Entraînez vos chevaux à rester immobiles pour le parage et le ferrage et habituez-les à se faire manipuler les membres. Fournissez au maréchal ferrant un espace propre, sécuritaire et bien éclairé. Prévoyez de faire l'examen initial des sabots des poulains pendant le premier mois après leur naissance et surveillez régulièrement leurs membres pour déceler d'éventuelles malformations. Assurez-vous qu'un parage ou ferrage, lequel comprend le parage et la pose des fers, soit fait adéquatement toutes les 5 à 8 semaines ou selon les besoins spécifiques de l'équidé.
La fréquence sera déterminée par des facteurs comme l'âge, le niveau d'activité, effort, l'alimentation et la race. Assurez-vous de curer les sabots de votre cheval avant de le monter et consultez un maréchal ferrant ou un médecin vétérinaire pour obtenir des conseils sur la façon de prévenir la pourriture de la fourchette. Enfin, nous conclurons cette section en abordant le pansage. Comme le soin des sabots, le pansage est une pratique de base. En plus de garder la robe propre, le pansage fournit une bonne occasion d'établir et d'entretenir un lien avec le cheval, en plus d'avoir un effet calmant sur lui. C'est aussi l'occasion de l'examiner pour détecter les blessures et les anomalies. Le pansage permet de déloger les saletés et la boue qui peuvent causer des irritations et des infections cutanées. Lorsqu'on les laisse s'accumuler, la saleté et la boue diminuent les facultés isolantes du poil par temps froid. La présence de souillures, telles la boue ou les bardanes, aux endroits où l'on pose la selle ou le harnais ou directement sur le harnachement, peut causer des blessures et de l'inconfort. Pour cette raison, le Code exige que les chevaux soient propres et exempts de souillures aux endroits où repose la selle ou tout autre équipement. Le harnachement doit également être exempt de souillures lorsqu'il est posé sur le cheval. Les bardanes qui causent de l'inconfort et des blessures doivent être retirées sans délai. Nous sommes maintenant parvenus à la fin de cette formation en ligne. Merci d'avoir assisté à la formation sur le Code de pratique des équidés.